Et c'est tout bon. Alors, fenêtre, ou c'est affichage, c'est mieux. Mode plein écran. Et bien, c'est tout bon. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence à ce premier webinaire qu'on organise pour 2024 sur l'UGAP, qui a pour objectif de tout comprendre sur la plateforme, de comprendre le fonctionnement, les rouages. Et on a la chance d'avoir une représentante de l'UGAP parmi nous que je vais présenter dans quelques instants, qui va pouvoir nous donner toutes ces informations pratico-pratiques. Mais juste avant, il faut que je vous partage quelques infos pour les organisateurs qui organisent ce webinaire. Alors, je m'appelle David Martin Chevalier. Je travaille au sein de l'Ecolab, qui est le laboratoire d'innovation pour la transition écologique au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et je travaille étroitement avec Emma Berthaud, qui est juste à côté et qui m'a largement aidé à organiser ce webinaire. Merci encore. Simplement pour vous donner quelques informations, faisant partie du ministère de la Transition écologique, notre objectif, c'est d'accélérer la transition écologique dans les territoires, bien évidemment. Nous, on a deux leviers d'action pour le faire. Le premier, c'est accélérer cette transition par la donnée et l'intelligence artificielle frugale. Accélérer la transition écologique, ça impose d'avoir des indicateurs, de mesurer, d'anticiper, de modéliser, d'avoir finalement voilà, de la donnée mise à disposition des décideurs publics, des acteurs publics et privés pour faire des choix éclairés et se diriger en pleine conscience de cause vers la transition écologique. Donc, on participe à cette mobilisation de la donnée dans ce sens-là. Et puis, notre deuxième levée d'action, c'est autour du soutien des entreprises innovantes et durables. Donc, on anime un écosystème Green Tech qui représente à peu près 2700 entreprises en France. Mais au-delà de cet écosystème, le ministère de la Transition écologique a monté son propre label, entre guillemets, sa propre distinction. La voici, la distinction Green Tech Innovation, qui a pour objectif de répertorier voilà, ces entreprises-là innovantes et durables en France sur toutes les thématiques de la transition écologique. Alors aujourd'hui, c'est 272 startups et PME qui sont distingués par l'État via cette initiative. Euh, bien évidemment, les critères, c'est l'innovation et c'est surtout l'adéquation avec les politiques publiques de transition écologique. Et donc, c'est dans le cadre de l'accompagnement de ces entreprises-là, mais aussi de l'accompagnement de l'écosystème Green Tech au sens large, qu'on a eu cette occasion, cette opportunité de construire ce webinaire sur l'UGAP, donc avec Nathalie Vuillon, qui est un petit peu notre star aujourd'hui sur ce webinaire. Merci encore Nathalie pour ta présence, ta disponibilité pour échanger avec nous. Donc tu es responsable innovation et PME, mais je te laisserai te présenter davantage si tu le souhaites. Pour le dérouler, voilà ce que je vous propose. Donc, on est ensemble pendant à peu près 1 heure et demie. Donc, sur la première heure environ, on vous propose avec Nathalie une présentation de l'UGAP, hein, faite par Nathalie. Et puis, on pourra prendre quelques questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, pardon, à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Et puis, Nathalie, peut-être si tu arrives à jeter un coup d'œil au chat, et puis nous, on essaiera de jeter aussi un petit coup d'œil, voilà, de répondre à la foulée. Et puis sinon, on prendra un temps dédié aux questions-réponses et aux échanges un petit peu informels entre nous à la fin de la présentation, vers 11 heures. J'ai tout dit, clac. Et du coup, ben, je te laisse la parole, Nathalie. Alors, je te partage. Merci David. Vous m'entendez bien? Enfin, Et on t'entend super bien. Ouais. Ok, super. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et pour cette introduction. Je vais tenter de partager mon écran. Euh, Hop là. Ouais. Et c'est tout bon. Je vais juste regarder si ça fonctionne bien. Et en fait, tout à l'heure, je pouvais passer les slides et maintenant, je peux plus. Donc, je vais devoir peut-être revenir. C'est l'effet Bonaldi, en fait, toujours quand on passe. Euh, Sinon, c'est pas marrant. Alors, je vais juste essayer de refaire la manip. Est-ce que ça fonctionnait bien? J'ai essayé. Ouais, voilà, c'est bien. Super. Bonjour à tous. Comme le disait David, je fais partie de l'UGAP, donc plus particulièrement au département des politiques publiques, et je suis en charge de l'innovation et des PME. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là que je suis souvent en lien avec les startups, les PME innovantes, ou même des fois même pas innovantes. Et l'idée, en fait, c'est de vous expliquer un petit peu comment fonctionne la commande publique, et plus particulièrement l'UGAP. J'ai élargi un peu ce matin, puisqu'en fait, voilà, on ne peut pas parler du GAP sans parler de commande publique,
parce que de toute manière, en fait, déjà l'un va avec l'autre, ça c'est la première chose, mais qu'en plus, je pense que c'est toujours intéressant pour les startups de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Donc, je vais commencer la présentation. N'hésitez pas, en tout cas, à m'interrompre si vous avez des questions en particulier. Alors, comme je suis en plein écran, je vois pas, je vois pas le chat. Donc soit, voilà, soit David, tu vois et puis tu me remontes les questions, soit voilà, n'hésitez pas. Et de toute façon, à la fin, comme l'a dit David, on consacrera un moment pour des échanges, pour des échanges. Pas de souci. Donc voilà, donc je démarre. Donc voilà, je voulais, alors, vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres. L'idée, c'était peut-être repartir sur des choses très factuelles, puisque la direction des affaires juridiques de Bercy est en charge de l'Observatoire économique de la commande publique et tous les ans publie les chiffres qui sont liés aux résultats de la commande publique. Et donc en 2022, la commande publique, de manière très très large, ça répondait à un budget total de plus de 160 milliards d'euros sur plus de 230 marchés, 30 000 marchés, pardon. Quand je dis plus de 160 milliards d'euros, c'est parce qu'on est sur des marchés qui ont été déclarés, donc qui sont remontés auprès des administrations. Mais on a beaucoup de marchés, notamment tout ce qui va être de gré à gré, des marchés en dessous des 40 000 euros, qui ne sont pas forcément répertoriés. Donc voilà, 160 milliards, c'est vraiment le chiffre minima. Sur la répartition par objet du type de marché, les marchés qui ont remporté le plus, enfin là où il y a le plus de marchés, pardon, ce sont les services. Ensuite, vous trouverez les travaux et les fournitures. Et la part des PME dans tout ça, elle n'est pas négligeable quand même parce qu'elle est plus de 60%. Alors 60% en nombre, je le précise parce que généralement, quand on passe en chiffres, on est quand même sur des chiffres qui sont moindres, dans le sens où on a beaucoup de plus grosses entreprises qui se positionnent sur les marchés de travaux où là, on a tout de suite des gros volumes d'affaires. Ensuite, qui achète le plus? Bah, voilà, qui achète le plus, et ça, c'est aussi sans, je veux dire, sans grande surprise, ce sont les collectivités territoriales. Donc voilà, mairies, conseils départementaux, régionaux, grandes métropoles. C'est eux qui vont acheter le plus sur les marchés, qui vont utiliser le plus de marchés publics, que ce soit en nombre ou en montant cette fois-ci. Et puis, dernier chiffre, quelle est votre part dedans? Quelle est la part des PME? Donc, quel est le marché que vous pourriez potentiellement atteindre? C'est la plus grosse part aussi, puisque les PME, comme j'ai dit tout à l'heure, celles qui remportent le plus de marchés en nombre. Et donc, vous êtes à 65% en nombre sur ce marché. Donc, qui sont ces acheteurs publics? Je pense que voilà, vous les avez tous en tête. Néanmoins, il y en a des fois qui passent un petit peu sous les radars. Donc, les acheteurs publics, pardon, ce sont bien évidemment l'État, ministère, pardon, et opérateurs. Donc, vous allez retrouver CNRS, CEA, c'est plus Pôle emploi maintenant, c'est France Travail, je mettrai à jour. Et puis ONERA, les collectivités, les hôpitaux qui sont organisés par groupement d'achat, donc les GHT, hein, plus communément appelés, les universités, les écoles, mais vous allez retrouver aussi les pompiers, les bailleurs sociaux, les musées. Vous avez aussi la SNCF, la RATP, les CCI, en fait, tous ceux qui vont toucher des subventions de l'État pour pouvoir vivre, pour pouvoir fonctionner. Donc, tout cela sont assujettis à la commande publique. Vous avez même, par exemple, les associations sportives qui touchent des fois largement comment dire, des subventions. Elles doivent normalement passer par des marchés publics et, en toute honnêteté, elles-mêmes, elles ne le savent pas toujours. Mais voilà, en gros, vous touchez de l'argent public, vous êtes assujetti à la commande publique. Alors, le contexte général de la commande publique repose sur trois grands principes. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça me semblait important aussi de le rappeler, puisque voilà, vous allez peut-être vite comprendre pourquoi des fois on vous dit, ah, la commande publique, c'est compliqué, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc effectivement, tous les acheteurs publics que je viens de citer, ils ont tous une chose en commun, c'est qu'ils utilisent les deniers publics, hein, donc ce n'est pas des deniers privés, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de nos impôts par exemple. Et du coup, dès le premier euro dépensé, ils vont devoir montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'ils vont devoir montrer qu'ils utilisent bien ces deniers publics. Et tout ce qui cadre cela, c'est le code de la commande publique. Et il y a trois grands principes dans le code de la commande publique. C'est la liberté d'accès, c'est-à-dire que toute entreprise doit pouvoir accéder, doit pouvoir répondre à un appel d'offres, un type de procédure, mais ça peut être une autre procédure. La transparence des procédures et l'égalité de traitement. Et ces trois grands principes-là, ils incluent trois choses finalement qui vont vous paraître peut-être des fois en opposition avec ce que vous pouvez entendre en termes de politique publique. C'est que la première chose, c'est qu'on ne peut pas faire de préférence pour les entreprises françaises ou locales.
Pas possible de mettre, voilà, de mettre dans dans une procédure, nous voulons que les entreprises françaises, l'afficher tel quel, c'est complètement interdit dans le code de la commande publique. Pas de préférence pour les produits made in France. Ça veut dire que si vous avez deux entreprises, une qui fabrique en Chine, l'autre qui fabrique en France, vous ne pouvez pas mettre sur votre dossier de consultation, nous, on ne veut que les entreprises qui fabriquent en France. Et dernier point, pas de préférence pour les startups et les PME. Donc vous allez me dire, ouais, mais attendez, je comprends pas trop. On est en train de nous parler, voilà, du fabricant en France. Il y a de plus en plus de visibilité. On nous parle de réindustrialisation. Donc voilà, donc c'est à ce niveau-là que je vous dis que des fois, il peut y avoir comment dire, des antagonismes entre ce qu'on peut entendre en termes de politique publique et ce qui est applicable au sens de la commande publique. Ça ne veut pas dire que les entreprises qui fabriquent en France n'ont pas leur place dans la commande publique. Ça ne veut pas dire que les startups et les PME n'ont pas leur place. Ça veut simplement dire ces trois principes-là, que quand on écrit un règlement de consultation, quand on ouvre une procédure d'achat public, on ne peut pas écrire tel quel, je préfère telle entreprise ou je préfère tel type d'entreprise. C'est aussi un moyen de protéger, de vous protéger et de protéger aussi les entreprises, parce qu'en fait, ça évite tout simplement que les dés soient déjà pipés quand on démarre une procédure. Ça évite que ce soit toujours les mêmes qui remportent les appels d'offres. Bon, on rentrera un petit peu plus dans les détails là-dessus, hein. Euh, et, et dernière chose à savoir sur le contexte général de la commande publique, lorsque vous répondez à une procédure, en fait, on va analyser votre offre uniquement sur la base des éléments qui sont directement reliés à la nature de ce qui est acheté. C'est-à-dire que vous allez avoir un cahier des charges. Dans le cahier des charges, par exemple, on vous demande, on demande des chaises. Donc, on va analyser votre offre. Si vous vendez, par exemple, des chaises, des tables, voilà, d'autres meubles, on va uniquement analyser votre offre sur des chaises. C'est-à-dire que même si vous vendez autre chose, ce ne sont pas des choses qui seront considérées dans le cadre de la procédure de la commande publique. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. David, je ne vois pas, donc Non, spécialement dans le chat. ok, C'est super. très clair. Ben, écoute, j'avance. Ensuite, voilà, l'idée de ce que j'ai voulu vous montrer un petit peu, c'est quel est finalement ce parcours acheteur, parcours entreprise. De manière très pratico-pratique, on a souvent des questions, enfin en tout cas des entreprises à l'UGAP qui viennent nous voir et qui nous disent, ah, mais j'ai été voir un acheteur et il m'a dit que c'était pas le moment, qu'il pouvait pas me parler, s'il respectait le code de la commande publique, il ne pouvait pas me parler. Donc l'idée, voilà, c'est de vous expliquer un petit peu les grandes phases d'une procédure, quel que soit le type de procédure hein, qu'un acheteur va utiliser. Il y a quatre grandes étapes, en fait, finalement, quand un acheteur va monter une procédure qui va mener à la fin à une contractualisation avec une entreprise. Vous avez une phase pardon, qu'on appelle la veille, ensuite le sourcing, la procédure en tant que telle et le contrat. En phase de veille et de sourcing, les acheteurs, ils ont toute liberté à échanger avec les entreprises. Surtout en veille. Généralement, voilà, ils savent pas trop encore ce qu'ils veulent acheter. Voilà, ils ont un besoin. Ils essayent de cadrer leurs besoins parce que des fois, ce sont pas eux-mêmes, ils vont pas être eux-mêmes utilisateurs de la solution qu'ils vont acheter. Donc l'idée, voilà, c'est de savoir un petit peu quel être leur besoin. Ils vont essayer de réfléchir à quel gain ils en attendent, éventuellement sur quel business model ils voudraient partir, quel est le coût complet de l'opération. C'est-à-dire que, imaginons qu'ils veuillent acheter un ordinateur, bah, est-ce qu'ils ont une salle qui est dédiée? Est-ce qu'il va falloir équiper une salle en entier? Est-ce qu'il va falloir y mettre des connectiques particulières? Donc voilà, donc, ils en sont là. Et puis ils vont regarder bah, s'ils vont utiliser par exemple la méthode du faisceau d'indices qui est utilisée pour les achats innovants. En phase de sourcing, l'acheteur, voilà, il a déjà un projet un peu plus cadré. Il a déjà identifié quelques entreprises qui pourraient répondre à son besoin. Et l'idée après, c'est de rencontrer ces entreprises pour voir si ces entreprises, elles ont la capacité de répondre à son besoin et en quel volume. Donc voilà, veille sourcing, généralement, les discussions avec les acheteurs, elles se font encore. Arrivé en procédure, no way. Il peut plus discuter avec vous comment dire, pas claire, mais en tout cas directe. En tout cas, s'il le fait, chaque réponse qu'il va vous donner, il va falloir que tous les autres candidats aient les mêmes éléments de réponse. Donc, généralement, c'est sur je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des plateformes, mais vous posez votre question, tout le monde, en fait, tous les candidats voient la question que vous posez, il y a un eurodatage et la réponse, tous les candidats la voient aussi. Donc voilà, faut faire attention à ce qu'on y inscrit si on veut que ça reste confidentiel.
Et puis voilà, dernière partie, on est sur le contrat, c'est-à-dire que l'acheteur, ça y est, on a fini la procédure, il a notifié le fournisseur par lequel il allait passer. Et donc là, on est dans de l'exécution pure et dure de contrat. Et puis voilà, s'il y a des clauses particulières, on est dans l'exécution de ces clauses-là. Donc voilà, si je dois revenir plutôt sur la partie veille et sourcing, parce que voilà, je pense que si vous l'avez bien compris, finalement, c'est sur ces deux parties-là où il est important pour vous de rencontrer les acheteurs. J'ai envie de dire, une fois que la procédure, elle est enclenchée, bah, finalement, le cadre de la procédure, vous n'aurez plus, voilà, soit vous rentrez dans le cadre, soit vous ne rentrez pas dedans, mais en tout cas, vous n'aurez plus possibilité à discuter avec l'acheteur. Et comme je disais, voilà, la veille, c'est vraiment moins formel. Et là, l'idée pour vous, au-delà voilà, des points sur lesquels que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire quels vont être les besoins de l'acheteur, le business model sur lequel il va partir, est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'il va y compte y mettre des clauses RSE, une clause innovation, des critères. Au-delà de ça, pour vous, c'est vraiment aussi l'occasion, à contrario, de recueillir des informations. Et vous avez tout intérêt à le faire. Ouais, toi. Bah, déjà de savoir. C'est un webinaire. Voilà. Non, pas un Ah, webinaire. Sur quoi? et Hier. déjà, ouais, merci. Et déjà, la première chose, c'est de savoir quelle est la fonction de votre interlocuteur. Vous allez rencontrer peut-être l'acheteur, mais vous n'allez peut-être pas forcément rencontrer l'acheteur. Vous allez rencontrer peut-être le prescripteur, l'utilisateur. Donc là, c'est important de savoir finalement qui vous avez en face. Si c'est l'acheteur, ça veut dire que c'est lui qui va monter en propre, hein, avec ses petites mains, le processus juridique. Mais ça veut dire aussi que ce sera peut-être pas lui qui sera utilisateur de la solution finale. Donc voilà, donc c'est vraiment important de savoir qui vous avez en face, savoir quels sont les points d'intérêt. Typiquement, si vous rencontrez un acheteur de l'UGAP, l'idée c'est de demander, bah voilà, à l'UGAP, est-ce que vous avez une stratégie RSE? Est-ce que ces stratégies, elles se retranscrivent sur vos appels d'offres? Est-ce que vous avez des critères? Est-ce que vous avez un cahier des charges particulier, des clauses? Voilà, ça c'est important. Le calendrier du projet d'achat, typiquement, est-ce que c'est pour acheter à la fin de l'année, allez, d'ici 9 mois, ou est-ce que c'est pour acheter dans 18 mois? Parce que pour vous, bah, c'est pas la même temporalité. Quelle procédure d'achat ils comptent utiliser? Ça, c'est super important. On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que j'évoquerai très rapidement le décret d'innovation, mais effectivement, il faut bien que vous ayez en tête que c'est l'acheteur qui va choisir la procédure d'achat qui va mettre en œuvre. Et c'est important pour vous de savoir laquelle il souhaite mettre en œuvre, parce que ça va vous indiquer aussi une temporalité, c'est-à-dire de savoir si on est sur de l'appel d'offres, bah là, on est sur quelques mois, hein, entre le moment où vous allez candidater et le moment où il va y avoir notification du fournisseur et que, voilà, et que vous allez potentiellement gagner le marché. Ça veut dire que pendant ces quelques mois-là, vous ne faites pas de business et ça veut dire que vous avez un coût OTP. Et puis, voilà, business model et termes financiers envisagés. Est-ce qu'il veut faire de l'achat, de la location? L'idée, voilà, à ce moment-là de veille, c'est vraiment de savoir si le client, il est fait pour vous. Autant voilà, l'acheteur décide, mais vous aussi, vous devez décider de savoir si bah, vous allez contractualiser avec ce client. Est-ce que les termes du contrat qu'il souhaite mettre en œuvre, elles vous conviennent? En phase de sourcing, on est quand même un peu plus formalisé et généralement, c'est dirigé par l'acheteur. Si je dois vous donner un exemple à l'UGAP, on a un questionnaire lors du sourcing, c'est-à-dire qu'on a nos acheteurs, en fait, quand ils rencontrent les entreprises, donc ils choisissent 4-5 entreprises, peut-être plus, hein, tout dépend des acheteurs et du type d'achat. Et ils vont avoir un questionnaire où ils vont poser les mêmes questions, pardon, à chaque entreprise. L'idée, c'est d'être dans l'équité. Donc voilà, en sourcing, on est quand même un peu plus formalisé. Et l'idée pour vous, c'est d'être très factuel et précis sur ce que l'acheteur va vous demander. L'acheteur, ce qu'il veut savoir, c'est si vous êtes en capacité de répondre à son besoin. Il n'y a rien de pire pour un acheteur, c'est de monter un appel d'offres et de se rendre compte qu'aucune entreprise n'a candidaté parce qu'aucune entreprise n'a pu répondre au cahier des charges qu'il avait émis. Ça veut dire qu'il a travaillé pour rien. Donc voilà, donc c'est important d'être très pragmatique sur les questions qu'il va vous poser et puis toujours voilà, en profiter pour recueillir de l'information. Toujours sur ce parcours entreprise, alors sur la veille et sourcing, donc comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, hein, on a trois grands principes. Notamment, on voit des évolutions des attentes des acheteurs publics, des évolutions qui sont en termes environnementaux, sociétales, PME, localisme. Ce sont des évolutions hein, qui sont menées aussi par les politiques publiques et qui sont tirées ou poussées, hein, comme vous voulez, par des évolutions législatives. Je pense que pour certains, vous avez déjà peut-être entendu parler de la loi AGEC, hein, notamment de l'article 58, de la future loi climat et résilience qui est prévue pour cet été.
Et du coup, ce sont quand même des évolutions législatives qui font que vous allez retrouver sur les procédures d'achat des critères. On va demander à avoir des critères qui vont voilà, forcément pousser des entreprises qui sont plus orientées sur la RSE, des critères aussi des fois sur le localisme, même si on ne peut pas mettre directement dans une entreprise, dans un appel d'offres, pardon, ou une procédure, on ne peut pas mettre directement je veux une entreprise française. Il y a toute possibilité, et c'est vraiment un jeu d'écriture de la part de l'acheteur de le faire, de mettre, par exemple, qui souhaite avoir une entreprise qui a, dans le cadre de SAV, qui a des délais d'intervention, on va dire, de quelques minutes. Typiquement, ça voudrait dire que bon, on se réserve forcément à des entreprises qui sont du coin. Une entreprise étrangère aura beaucoup plus de mal à intervenir dans ces quelques minutes-là. Ça veut dire aussi que les acheteurs publics, ils ont obligation d'allotir leur marché. On ne peut pas avoir un lot dans un marché, c'est une obligation de l'allotir. Et allotir un marché, ça permet de faire rentrer des plus petites structures qui, elles, vont être plus spécialisées. Si je reprends encore le cas de l'UGAP, à l'UGAP, on a en santé, on a un marché qui va jusqu'à 300 lots. Donc, c'est assez exceptionnel quand même, hein, mais en tout cas, voilà, on a dans le secteur de la santé notamment, on a beaucoup de petites PME, même start-up, qui remportent des marchés chez nous parce que les marchés sont très allotis et vont donc permettre aux entreprises de répondre en direct sur ces lots-là. Voilà, je l'ai mis en rouge. Il faut quand même faire attention, hein, et ça, c'est vraiment un conseil, à ce que l'acheteur a le droit de faire dans le respect des fondamentaux de la commande publique. C'est-à-dire, effectivement, si vous retrouvez comment dire, dans la procédure, on cherche une entreprise française, vous êtes sûr qu'il y aura un référé et vous êtes sûr que la procédure, elle n'ira pas jusqu'au bout. Ou en tout cas, qu'elle ne pourra pas passer en phase d'exécution. Nathalie? Oui, Petite question dans le chat là, sur cette première partie introductive. L'obligation d'allotir concerne tous les marchés ou seulement à partir d'un certain montant de marché? tous les marchés. Tous les marchés sont concernés. En fait, c'est vraiment une obligation justement pour faire rentrer des plus petites structures. Bon, Par merci. contre, j'en parlerai après, hein, mais sur les procédures, il y a des seuils. Donc vous allez dire que enfin, tous les marchés qui sont surtout sur des marchés à procédure adaptée et des appels d'offres. Mais je crois que j'y reviens un petit peu après. Donc je pourrais expliciter un petit peu à ce niveau-là. Super. Donc voilà, sur le parcours entreprise veille et sourcing, finalement, vous avez compris, hein, difficulté principale, ça va être de connaître le projet des acheteurs, d'accéder aux acheteurs. Et ça, je l'entends, je pense, à longueur de journée. Comment rencontrer les acheteurs et in fine être intégré au sourcing. Alors, comment connaître le projet des acheteurs? Bah, finalement, il y a plusieurs manières, hein. Vous allez trouver, je ne sais pas si on parle après, mais vous allez trouver, voilà, par exemple, les plateformes Place de l'État, Approche, qui parlent qui, qui évoquent, en tout cas, qui sont des plateformes qui présentent les projets d'achat de l'État. À l'UGAP, nous, on a le programme prévisionnel d'appel d'offres aussi, qu'on publie, qui est sur notre site pour les 2 ans à venir. Donc là, je crois qu'on doit avoir 2024-2025. Accéder aux acheteurs, je dirais qu'il n'y a pas de miracle, hein. Accéder aux acheteurs, c'est aller sur les salons. Typiquement, le salon des maires, je pense que pour beaucoup, hein, vous devez connaître et vous devez y aller. Salon des maires, par exemple, à l'UGAP, on a un gros stand. Je crois que vous aussi, David, Green Tech, vous avez un gros stand. L'État aussi, vous allez retrouver tous les ministères aussi qui sont présents aussi sur ces stands-là. Et souvent, il y a des acheteurs. Donc, effectivement, la difficulté, c'est d'aller faire l'inspecteur gadget et de trouver qui est acheteur. Mais en tout cas, voilà, ça vaut vraiment le coup d'aller sur ces stands-là. Et voilà, les solutions aussi, c'est donc les plans, comme je disais, les plans prévisionnels d'appel d'offres. Vous avez des mails contacts aussi, le e-sourcing, et puis les réseaux. Alors, j'ai mis French Tech Grand Paris, hein, désolé, hein, mais voilà, vous avez aussi la Green Tech qui, je sais que David a aussi pas mal vous avez pas mal de votre côté, pas mal de réseaux. Donc, je suis d'accord, c'est le point le plus difficile. Maintenant, voilà, enfin, dans le cadre de la commande publique, de toute façon, ça sera toujours ce même process, hein, d'aller rencontrer les acheteurs publics et de voir quels sont leurs besoins pour voir comment vous pouvez leur répondre. Après, vous avez toujours, et ça, je pense que vous l'utilisez tous, hein, vous faites de la prospection, vous rencontrez voilà, des prospects. C'est aussi une solution pour voir voilà, quels sont leurs besoins à court ou à moyenne échéance. Eh bien, si, je l'avais mis. Donc voilà, des plateformes, il en existe pléthore. Donc je ne pourrais pas vous en donner, voilà, je ne pourrais pas toutes vous les donner. En région parisienne, vous avez la plateforme du GIP Maximilien, donc qui est une plateforme qui est mise à disposition par l'Île-de-France et qui recense tous les appels d'offres d'Île-de-France. Donc vous allez retrouver ceux de l'UGAP, parce que nous, l'UGAP, on est
On est implanté à Champs-sur-Marne, dans le 77, donc vous allez retrouver tous nos appels d'offres, mais vous allez aussi retrouver tous les appels d'offres des acheteurs publics, donc les collectivités, l'État, peut-être pas l'État, mais en tout cas, toutes les collectivités ont aussi publient leurs appels d'offres sur celle du GIP Maximilien. Après, en région, vous allez avoir soit des plateformes qui sont sectorielles. Donc, il y a pas mal de plateformes qui sont sur, par exemple, tout ce qui est BTP. Et après, vous allez trouver des plateformes régionales. Donc, voilà, il en existe vraiment beaucoup. J'en ai mis quelques-unes là. En toute honnêteté, je ne sais même pas si elles existent encore toutes. Mais voilà, je sais qu'il en existe de plus en plus. Et puis, bien évidemment, la plateforme de l'État Place. Donc, le mode opératoire, il est toujours le même. Les consultations, elles sont gratuites. Donc voilà, généralement, vous enregistrez avec votre numéro SIRET et puis après, vous pouvez mettre même des mots-clés pour retrouver les appels d'offres qui vous intéresseraient. Vous avez les questionnaires, les formulaires questions-réponses qui sont en ligne, publics et tracés, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc la réponse, elle est en ligne et le redatage, il est à la seconde. Donc voilà, donc si vous avez des questions qui relèvent de la confidentialité de vos entreprises, bah, attention, tout le monde y a accès. Vous avez aussi voilà, quelques plateformes qui sont payantes et qui vous font de la veille. Mais bon, voilà, je pense qu'il y en a suffisamment, en tout cas, qui sont gratuites. Alors, sur les procédures en tant que telles, et ça revient un petit peu à la question, David, que tu m'as remontée, j'aurais peut-être dû l'aborder dès le départ. En fait, finalement, les acheteurs publics, comme je disais, dès le premier euro, ils vont devoir montrer patte blanche, hein, ils vont devoir montrer qu'ils utilisent bien les deniers publics et qu'ils passent par le code de la commande publique. Donc, généralement, en dessous des 40 000 euros, donc si l'achat est en dessous des 40 000 euros, ça se passe assez bien. C'est-à-dire que vous avez déjà dû entendre de vos prospects, bon, en dessous de 40 000 euros, c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont passer par des procédures de gré à gré, ou aussi ce qu'on appelle aussi règle des trois devis, si vous connaissez. Donc, l'acheteur, voilà, va regarder. Il va prendre trois devis, il va regarder le devis qui l'intéresse le plus, et puis il va acheter à l'entreprise. Il n'aura pas de publicité à faire, c'est-à-dire qu'il n'aura pas à aller sur un site et avoir tout un dossier de consultation où il va montrer sa procédure. Donc généralement, c'est assez simple. Et ça, c'est le cas que ce soit pour l'État et ses opérateurs ou les collectivités territoriales. En dessous de 40 000 euros, c'est la règle pour tout le monde. Euh, Lorsqu'on va augmenter ces montants-là, ces seuils-là, bah, l'accroissement, la contractualisation va être de plus en plus compliquée. C'est-à-dire qu'au-dessus des 40 000 euros, on est sur deux types de procédures qui vont être le marché à procédure adaptée, MAPA, ou l'appel d'offres. Alors, je vais plutôt vous parler de l'appel d'offres parce que l'appel d'offres, c'est celui que je connais le mieux, hein, c'est celui qu'on utilise à l'UGAP. L'appel d'offres, voilà, c'est plusieurs mois de procédure. C'est plusieurs mois de procédure. Quand je dis plusieurs mois, on est minimum sur 6 mois. À l'UGAP, on peut être sur 1 an de procédure, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez répondre à l'appel d'offres et le moment où, enfin, c'est un peu comme Highlander, hein, vous serez le seul à la fin et l'unique, il peut se passer plusieurs mois. Ça veut dire que voilà, pas de rentrée d'argent et uniquement bah, de la sortie de trésor en coût ETP. Donc, ça veut dire qu'entre ces mois-là, bah là, il faut tenir, ou alors il faut avoir de toute façon d'autres stratégies commerciales à côté pour alimenter le public. Donc voilà, donc c'est vrai que les démarrages, c'est pas si simple pour tout le monde. Et effectivement, lorsqu'on est sur de l'appel d'offres, on est forcé, et du MAPA, on est forcé d'allotir. Donc vous avez compris, c'est finalement quand on est au-dessus des 40 000 euros. Vous n'aurez pas ce souci au gré à gré. Donc le gré à gré, c'est vrai que ça arrange tout le monde, mais il y a quand même, pour passer en procédure de gré à gré, il y a quand même une notion d'opération à avoir en tête. La première, c'est que quand on parle des 40 000 euros, on parle du montant total de l'opération, donc la somme des montants. Je reprends un exemple. Un acheteur public veut acheter des chaises et une table. Il va calculer combien va lui coûter au total les chaises et la table. Si vous ne vendez que des chaises et que vous êtes à 40 000 euros, ne vous dites pas que vous allez passer en procédure de gré à gré parce que l'acheteur il devra rajouter la table et là, il passe au-dessus des 40 000. Donc, ça veut dire que le gré à gré, c'est cuit. On est sur de l'appel d'offres ou du MAPA. Ensuite, il y a aussi, donc voilà, le montant de l'opération est à comparer au seuil. Et puis ensuite, il y a aussi un effet spatio-temporel. Et je vais prendre l'exemple des logiciels cette fois-ci. Vous êtes éditeur de logiciels, vous vendez un abonnement. La première année, vous êtes à 22 000 euros. Donc tout va bien. L'acheteur public vous dit, bah, écoutez, moi c'est très bien, je fais du gré à gré, ça va aller vite, on va vite contractualiser. Effectivement, vous contractualisez vite. Et comme vous vendez une solution qui est super, l'acheteur public, à la fin, bah, il veut renouveler l'année d'après.
Donc, il vous dit, bah, écoutez, moi, je veux renouveler. Ah, mais mince, 22 000 plus 22 000 égale 44. Nous sommes au-dessus des 40 000 euros. Et là, il vous dit, bah, zut, comment je fais pour vous acheter? Il ne peut plus passer par le gré à gré parce que au-delà de, quand on parle de 40 000 euros, c'est sur 3 ans. Donc voilà, donc là, c'est vraiment des choses à prendre, vous, hein, pour sauver votre business, à avoir en tête lorsque vous contractualisez avec un acheteur public. C'est toujours les mêmes questions. Comment il va contractualiser? Pour combien? Il faut toujours penser une étape après, c'est-à-dire que vous partez du principe que vous vendez une super solution, qui va vous racheter? Comment on fait sur l'étape d'après? Voilà. Ah, j'en viens au focus décret innovation. Je vais aller très très vite. Décret d'innovation, c'est une procédure de gré à gré qui permet de rehausser le seuil des 40 000 euros. Et quand je dis euros, c'était hors taxe. Je ne l'ai pas précisé, à 5 000 euros. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que un acheteur public qui arrive à prouver qu'il achète quelque chose d'innovant, eh ben, il peut rehausser son seuil à 5 000. Donc généralement, ça arrange tout le monde. Ce décret d'innovation, il a été pérennisé en 2021. On était sur une première phase d'essai de 2018 à 2021. Pérennisé en 2021. J'ai mis un petit sapin de Noël parce qu'on appelle aussi le décret de Noël, parce qu'il a été pérennisé au mois de décembre. Et en fait, il a accompagné ce décret d'innovation d'un guide et d'une méthode. Donc, le guide, c'est ici un guide pratique de l'achat public innovant. Vous pouvez le retrouver sur Internet assez facilement. Et ce qui est très important, c'est que vous avez une méthode, je crois que c'est page 7 ou 8, je ne sais plus trop, mais en tout cas par là, hein, c'est au tout début, la méthode du faisceau d'indices. C'est la méthode que les acheteurs vont utiliser pour prouver que ce qu'ils achètent est innovant. Alors, pour avoir travaillé quelque temps dans une autre vie dans l'innovation, je sais que voilà, nous, généralement, quand on travaille sur une innovation, voilà, c'est notre bébé, on sait, voilà, on est persuadé du caractère innovant parce qu'on déclare du CR, parce qu'il y a eu une thèse, parce qu'il y a eu de la recherche, parce qu'on est passé par un incubateur, voilà, pour plein de raisons. Cependant, les acheteurs, tout va dépendre de la typologie d'acheteur que vous allez avoir en face de vous. Si vous avez un acheteur qui est expert dans son domaine, par exemple, je parlais au hasard hein, de l'IT, il est spécialiste, il achète une solution innovante en IT. Typiquement, c'est des procédures voilà, sur lesquelles ils sont assez. Voilà, l'innovation ne leur fait pas peur, ils savent ce que c'est l'innovation, ils connaissent bien leur domaine. Donc voilà, c'est des questions auxquelles ils vont répondre assez facilement. Maintenant, il faut s'imaginer que si vous tombez sur un acheteur qui est plutôt dans une petite mairie, qui est le seul acheteur qui vend aussi des stylos, qui achète aussi pardon, des stylos, des imprimantes, bah forcément, il risque d'être moins expert dans votre domaine. Ce sera vous l'expert. Et donc, le conseil que nous, on donne, c'est toujours de répondre hein, point par point. C'est une méthode du faisceau d'indices qui va grandement en fait l'arranger, puisque de toute façon, il va devoir lui répondre à ces questions-là en fait. Donc, si vous l'arrangez, comment dire, si vous amorcez les choses en y répondant, ça risque déjà, même s'il a une petite appréhension vis-à-vis de l'innovation, ça risque de le soulager. Néanmoins, ce décret d'innovation, il n'est que trop peu utilisé. Donc voilà, il n'est que trop peu utilisé parce que voilà, enfin, innovation, achat public, voilà, des fois c'est un peu les acheteurs, ils sont un peu frileux vis-à-vis de ça. Donc voilà, donc c'est toujours bien de leur en parler, mais maintenant il faut savoir que c'est quand même les acheteurs qui ont la main, in fine. C'est eux qui choisissent la procédure qu'ils veulent utiliser. Donc s'ils veulent pas utiliser du décret d'innovation, et même si ça peut vous paraître insensé et injuste, parce que je suis d'accord que ça facilite les choses, bah voilà, vous pourrez pas le forcer. Voilà, c'est les limites de la procédure, hein, sa propre utilisation. Nathalie, Oui. euh, pour rebondir là-dessus, effectivement, c'est une procédure qui est assez récente, donc il y a un temps d'acculturation qui est nécessaire pour les Mm. collectivités territoriales et les acheteurs publics au sens large pour se lancer dans cette démarche, même si on a déjà des grandes métropoles, des grandes structures Oui. urbaines qui sont équipées, qui peuvent faire une veille juridique, qui ont des services juridiques qui sont structurés pour aller vers ces nouvelles procédures-là. Voilà, il y a un petit travail encore d'acculturation et on y travaille pour. Mais vous, de votre côté, en tant que fournisseur, n'hésitez pas à prémâcher le travail de l'acheteur public en venant justement anticiper les questions qu'on pourrait vous poser. Récupérer ce guide pratique achat public innovant, vous le trouvez facilement sur Internet et vous pouvez venir déjà peut-être remplir un document Word avec les questions auxquelles vous pouvez répondre Mm. et proposer ce document Word. C'est déjà une première étape. C'est aussi dans la démarche de confiance avec l'acheteur. Ça montre aussi que voilà, vous êtes prêt à collaborer et à être sérieux dans vos démarches. Et peut-être une petite question à ce stade, Nathalie. Donc, je réponds Oui. dans la foulée à quelques questions dans le chat.
Mais pour rendre ça un peu dynamique, alors au bout de 3 ans, on peut donc renouveler un marché de 40K, point d'interrogation. Quid du cumul des marchés, entre parenthèses, gré à gré, puis marché innovant, ou l'inverse, est-ce possible? Alors, le marché innovant, par définition, en tout cas, si vous contractualisez, c'est une fois avec un acheteur, parce que ça veut dire que la deuxième fois, ça sera plus innovant. Donc ça, c'est une fois. Et le gré à gré, normalement, c'est sur 3 ans. Et encore une fois, le gré à gré, c'est sur 3 ans, mais il ne faut pas que ça dépasse les 40 000 sur 3 ans. Alors ça, je vous dis, c'est la règle. Maintenant, dans la pratique, voilà, il y a des fois des petits... Bon, voilà, c'est pas toujours appliqué comme ça, mais c'est la règle. Maintenant, comme les procédures de gré à gré, elles sont pas publiées, et du coup, quelque part, elles ont un... Il y a moins de... C'est moins officiel, finalement, qu'un appel d'offres ou une procédure... un marché à procédure adaptée, parce que du coup, c'est pas publié, bah, on a beaucoup moins la main dessus. Le risque que vous pouvez avoir, c'est de vous dire que l'acheteur, ou en tout cas, vous dit dès le départ, non, non, mais c'est bon, on va vous acheter, et qu'au bout d'un moment, on vous dise, non, mais attendez, là, ça a dépassé, et en un mois, il va falloir que vous trouviez une solution, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que là-dessus, il faut anticiper. Il faut anticiper, voilà, vous le suivez, mais ça n'empêche qu'à à côté, ayez aussi votre propre stratégie en vous disant, voilà, si ça capote, quel autre chemin, par quel autre chemin, par quelle autre voie contractuelle je pourrais passer. Et ça, c'est important de le faire parce que, enfin, moi, combien je vois d'entreprises qui sont éditrices de logiciels qui me contactent au mois de décembre et qui me disent, aïe, je dois recontractualiser avec mon acheteur, avec le public pour fin d'année ou même début d'année prochaine. Comment est-ce que je peux faire? Et comme on est quand même dans le cadre de la commande publique, on n'est pas sur le même, et il faut se l'avouer, on n'est pas sur la même dynamique que sur le secteur privé. Il faut toujours franchement anticiper. C'est le mot, hein, vraiment anticipation. Et peut-être une petite question comme J'ai ça que répondu? j'anticipe. Ouais. Eh ben je laisse réagir dans le chat si c'est tout bon. Petite question comme ça à la foulée. Tu disais que pour faire un marché innovant, enfin généralement on se lance dans la procédure des marchés innovants et puis on signe un contrat une fois. Mais théoriquement, on ne pourrait pas faire 2 fois de marché d'innovant de suite. Mais ça, c'est si la solution, j'imagine, ne change pas. Imaginons qu'on ait une évolution de la solution qui s'adapte d'autant plus aux besoins du territoire. Est-ce qu'on pourrait faire un deuxième marché innovant? Est-ce qu'on pourrait se lancer une deuxième fois dans la procédure? Je pense que ça restera assez compliqué quand même. Alors après, moi, je suis pas, et je l'aurais peut-être, j'aurais dû le préciser, je suis pas juriste à la base. Voilà, donc, mais je pense que ça reste très compliqué de l'acheter 2 fois de suite. Après, effectivement, on est sur l'innovation incrémentale, donc pourquoi pas? Je pense que déjà, quand on arrive à contractualiser une fois avec ce décret d'innovation, en tout cas à l'heure actuelle, comme tu l'as dit, puisque c'est un décret qui est jeune hein, vis-à-vis de la commande publique, qui est très jeune, hein, parce que je crois que la commande publique, ça date du Moyen Âge, je crois. Donc, enfin, les règles de la commande publique, donc c'est vraiment jeune. Mais je pense ouais, que ça serait assez compliqué. Mais à voir, hein, pourquoi pas. Après, je sais qu'il y a des métropoles, pour ne pas les citer, mais je vais les citer comme les métropoles de Lyon et Grenoble, qui ont Ouais. l'habitude d'utiliser le décret d'innovation. On est plutôt, voilà, comme je disais, voilà, par rapport à la typologie d'acheteurs, que ce soit Lyon ou Grenoble, on est sur des services où on est quand même, il y a beaucoup d'acheteurs. Et donc, du coup, c'est pas du tout la même chose que quand on est sur des plus petites structures. Mais il faudrait voir avec eux. Peut-être que, voilà, ils auraient une réponse. Je suis désolée là-dessus, mais j'aurais pas de réponse vraiment calée. Peut-être qu'avec un plan de progrès ou montrer qu'il y a une évolution de la solution possible, ça peut être aussi envisageable. Donc, à creuser. À creuser, ouais. Eh ben, c'est tout bon. Je passe à la suite? Ouais, hop là. Bon, voilà, petite référence à Fortnite. L'idée, c'était juste de vous dire que vous avez toujours aussi la possibilité sur les marchés de répondre seul ou à plusieurs sur des marchés. Et il n'y a pas de différence. On ne va pas moins bien traiter la candidature parce que vous êtes plusieurs. Donc voilà, vous avez toujours aussi cette possibilité de répondre à plusieurs. Ça peut être aussi une solution pour les plus petites structures. Quelques principes élémentaires sur la gestion du contrat, précautions. Et après, je vous assure, je viens tout de suite à l'UGAP. Je vous dis comment on fonctionne et comment être référencé à l'UGAP. Donc, c'est les dernières slides très générales. Sur les principes élémentaires, donc si vous avez, voilà, vous avez passé un appel d'offres, en tout cas une procédure, vous allez contractualiser avec un acheteur public, un acteur public en tout cas. Et donc voilà, donc trois grands principes. On ne commence pas les travaux sans bon de commande. On ne facture pas une prestation non livrée ou non réalisée. Et on ne réalise que des prestations prévues dans le contrat.
Pourquoi? Parce qu'en fait, alors effectivement, je pense que pour certains et ceux qui ont l'habitude, on dira, ah, mais les acheteurs publics, ils sont longs à payer. Effectivement, on n'a pas une bonne réputation à ce niveau-là. Mais c'est surtout, en fait, c'est qu'un acheteur, il ne peut signer un PV de recette, c'est-à-dire qu'il peut signer que, voilà, que si vous avez effectué tout ce qui était contenu dans le bon de commande. Ça veut dire qu'imaginons demain, vous vendez un logiciel, il va adosser à un logiciel, il y a de la formation, enfin, il y a de l'installation, de la formation. Si vous mettez tout sur le même bon de commande, eh ben, l'acheteur public, il va attendre que l'installation du logiciel, pardon, soit faite, que la formation soit faite pour vous payer. C'est-à-dire que généralement, l'installation, elle se fait assez rapidement, hein, c'est des choses, vous avez l'habitude, en moins d'une semaine, ça peut être réglé. La formation, ça demande de la logistique, ça demande que l'ensemble des employés soient là. Imaginons qu'il y a un Covid qui passe par là et que ça mette 6 mois, ça veut dire qu'en attendant, vous n'êtes pas payé. Donc, c'est vraiment des choses à faire très, très attention parce que vous pouvez vous-même générer vos impayés. Donc, en fait, quand vous contractualisez, pensez à phaser par échéance de livraison et donc de commande. C'est super important de le faire pour pas vous retrouver dans une panade financière. Et puis voilà, tout ce qui n'est pas sur le bon de commande, on ne vous payera pas. Voilà, donc très important. Il faut qu'il y ait, il y a vraiment des principes au niveau de la facturation dans la commande publique. C'est important de les respecter, mais c'est important surtout pour vous, pour pas que vous ayez des problèmes de trésorerie. Sur les grands principes, pareil, hein, gestion de contrat, c'est normalement, il y a ces paiements à 30 jours à compter de la réception de la facture. Bon, j'ai mis en rouge parce que vous savez tous que ce n'est pas toujours vrai, mais bon, normalement, c'est ce qui doit être applicable. Une avance de 5% par défaut dans les marchés. Vous avez des possibilités d'avance plus élevées. Et là, voilà, ça va être en fonction du marché. Si vous remportez un marché, il va falloir le négocier avec la structure avec laquelle vous contractualisez. Vous avez quand même quelques exceptions, prestations de location et maintenance, où c'est plutôt des termes ce sont des termes à échoir. Donc voilà, l'exemple des logiciels et des acomptes possibles si prévus au marché. Donc c'est pareil, ce sont des choses à négocier au démarrage du marché avec l'organisation avec laquelle vous avez contractualisé. Quelques usages et pratiques et importants, très importants à savoir pour vos business models. L'acquisition, en tout cas pour les collectivités, elle est souvent préférée à la location. Pourquoi? Parce que en fait, les collectivités récupèrent la TVA, tout simplement. Donc c'est vraiment important de le savoir parce que voilà, c'est quand même presque, non, c'est même 20%, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça veut dire qu'ils vont récupérer, si vous achetez votre solution, ils récupèrent 20%. S'ils la louent, ils vous la louent, ils ne les récupèrent pas. Donc ça veut dire que quand vous faites votre grille tarifaire, c'est vraiment un élément à avoir en tête. On a quand même voilà, un développement du coût à l'usage qui se fait quand même de plus en plus. Et vous avez quand même, voilà, vous allez quand même avoir des engagements sur la durée en location qui vont être variables selon les clients. On commence quand même à avoir de plus en plus d'économies de la fonctionnalité, c'est-à-dire que les acheteurs publics commencent à voir voilà, que la location, ça peut être aussi une solution pour eux de faire des économies et finalement de bien utiliser les deniers publics. Mais on n'est pas encore, voilà, c'est pas encore généralisé. Moi, j'en ai fini pour cette partie-là, on va dire très globale, commande publique. Et là, l'idée maintenant, c'était un petit peu voilà, de rentrer dans le. Je t'entends pas, David, t'es en mute. Ah, je me suis remuté, pardon. Ouais. Juste avant de passer peut-être à l'autre partie, est-ce qu'on prend encore quelques questions, Oui, comme bien tu sûr. préfères? Oui, oui, bien Euh, sûr. alors là, on a une question. Si modification du périmètre, possibilité d'avenant dans le cadre du marché? Point d'interrogation. Modification du périmètre, c'est-à-dire du périmètre technique? Eh bien, Lucille, vous pouvez directement Ouais. allumer votre micro normalement, si vous voulez donner plus de compléments. Oui, je veux bien donner effectivement plus de compléments. Si dans le cadre de la réalisation du marché, il y a des évolutions qui sont nécessaires parce que on est face à une difficulté qui va nécessiter d'augmenter le temps de la prestation parce que c'était une difficulté qui n'avait pas forcément été identifiée dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Est-ce que là, des annonces sont possibles dans les marchés publics? Les avenants sont possibles. Ils sont très peu utilisés et les acheteurs n'aiment pas utiliser des avenants. Voilà, parce qu'en fait, normalement, ils sont censés avoir cadré leurs besoins dès le départ. Alors, on peut en avoir typiquement aussi, on a des fois des avenants. C'est pour ça que je demandais si c'était technique dont vous parliez, parce que des fois, voilà, on a des marchés qui évoluent. Il peut y avoir des solutions innovantes qui viennent se greffer. Donc là, dans ce cadre-là, on a aussi des avenants.
Il y a possibilité de faire des amendements sur la durée d'un contrat. Généralement, c'est dès le départ identifié. Si je vous donne l'exemple de l'UGAP, parce que c'est le seul en tout cas que je peux connaître, donc je ne pourrais pas me positionner sur les autres. À l'UGAP, toute la durée de nos contrats, elle est au maximum de 4 ans. Donc, ce qui veut donc dire qu'au bout des 4 ans, si vous n'avez pas terminé, alors on laisse nous on a quand même, on laisse une durée, hein, parce que comme on n'achète pas pour nos propres besoins, bah, derrière on ne veut pas mettre nos clients dans la panade. Donc il doit y avoir, je crois, tout dépend des contrats, hein, mais tout dépend des marchés chez nous. Mais on a des fois voilà, des durées de 6 mois derrière où vous pouvez de nouveau pas de nouveau contractualiser, mais en tout cas finir les prestations ou les services qui sont déjà engagés. Mais normalement, non, après la durée de fin, alors je vous dis, hein, à l'UGAP, c'est grand maximum 4 ans. Alors des fois, c'est 2 ans plus 2 ans, des fois, c'est 2 ans plus 1 an plus 1 an, tout dépend, mais au maximum, c'est 4 ans. Donc là, je parlerai vraiment que de l'UGAP. Pour les autres structures, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils pratiquent les choses. Ok. Bah, merci pour la clarification. Je vous en prie. Et une dernière question, c'est parti. Alors n'hésitez pas hein, à reposer vos questions dans le chat. Normalement, on n'en a pas loupé, mais sait-on jamais, on pourra en parler en fin de webinaire. Comment être répertorié dans les potentielles entreprises pouvant être sollicitées dans le cadre de commandes spécifiques? Comment être répertorié? C'est-à-dire être identifié en tant que fournisseur, pouvoir répondre à des marchés, c'est ça? Moi, je comprends la Si question c'est la... comme ça. Alors, n'hésitez Ouais. pas à compléter Ouais. si vous le souhaitez. Mais effectivement, à mon avis, c'est ça. Alors, si c'est ça, je sais qu'il y a bah, déjà la plateforme, peut-être que tu peux en parler, David, hein, mais il y a la plateforme de l'État qui est Approche. Approche, qui est une plateforme en fait où vous pouvez enfin, vous pouvez vous inscrire en tant qu'entreprise pour qu'on vous détecte, en fait, que l'État vous détecte en fonction des besoins d'achat qu'ils peuvent avoir. Je dis pas de bêtises, David? Oui. Effectivement, Approche qui a Ouais. pour objectif d'être la plateforme pour les acheteurs de l'État pour venir planifier, en tout cas avertir les acteurs économiques de prévision d'achat qui reviendraient dans le futur. Et donc, vous, en parallèle, vous pouvez aussi normalement vous inscrire sur la plateforme euh, en tant que possible fournisseur. Voilà. Donc, vous avez. Effectivement. Et alors après, il y a, et pardon, je ne veux pas te couper, Nathalie. Non, 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 vas-y, vas-y. Pardon. Si je dis pas de bêtises, parce qu'effectivement, il y a l'UGAP pour être référencé, être visible comme fournisseur de solutions. Mais si je dis pas de bêtises, il existe aussi, je pense comme ça, à l'échelle de collectivités territoriales, donc par exemple de régions. Je sais que la région Grand Est a monté une plateforme fournisseur sourcing. Il me semble qu'elle s'appelle Nukema. Et donc là, voilà, vous pouvez aussi créer une petite fiche, comme une espèce de petite vitrine pour votre entreprise. Et donc, les acheteurs publics de la région qui rentrent de plus en plus sur cette plateforme et qui la sollicitent de plus en plus pour leur sourcing, pourraient du coup vous trouver facilement. Donc, je sais que voilà, il faut faire une petite veille, à mon avis, sur ce type de plateforme existante. Et puis après, pour être référencé et être reconnu, les labels, les distinctions, mine de rien, fonctionnent quand même bien et de plus en plus pour les acheteurs publics. Parce qu'en fait, c'est difficile de justifier, comme disait Nathalie, du caractère innovant et surtout en fait du caractère durable, parce qu'aujourd'hui tout le monde est innovant et durable. Donc il y a une quantité de greenwashing pas possible. Donc pour sortir du lot des entreprises intéressantes, des labels, des distinctions se montent. Et maintenant, les collectivités territoriales, les acheteurs publics font de plus en plus attention à ces distinctions. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Oui, tout à fait. C'est vrai que le Grand Est est très avancé en fait par rapport à d'autres régions. En fait, ils sont assez avancés sur tout ce qui est sourcing d'entreprises en fait. Donc leur plateforme a fonctionné. Je crois même que sur la plateforme du GIP Maximilien, je crois aussi que vous pouvez vous inscrire. Il y a une fonctionnalité aussi pour les entreprises. Donc ça, c'est pour l'Île-de-France. Mais après, c'est vrai que ça va être différent en fonction voilà, des secteurs sur lesquels vous intervenez et des régions aussi, ou en tout cas voilà, oui, des régions sur lesquelles vous souhaitez vous attaquer. Et bien Voilà, super, voilà. merci Moi, beaucoup, Nathalie. Ah, Lucille, Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste répéter le nom de la plateforme que vous avez citée, peut-être la mettre dans le chat? je vais vous partager un lien dans le chat, mais c'est Nukema ou Nukema, je ne sais pas comment on prononce, mais je vous partage ouais. un lien dans le chat. Ok, merci. Et c'est tout bon, du coup, Nathalie. Ok, bah écoutez, je passe à la suite et puis comme ça, bah, je pense qu'il y aura, ça va soulever d'autres questions. Donc l'UGAP, c'est l'acronyme de Union des groupements d'achat publics. Et donc voilà, j'ai mis acteurs particuliers de la commande publique parce qu'effectivement,
On n'est pas les seuls hein, à faire de la commande publique. Je vais essayer de vous expliquer notre positionnement et notamment vis-à-vis de la DAE, vis-à-vis des autres acteurs. Donc voilà, donc si vous avez suivi tout à l'heure en première partie, je vous ai dit que finalement, les acheteurs publics, ils ont tous quelque chose de commun. Quand ils veulent passer un achat, ils vont regarder combien cet achat va leur coûter au total. Ils vont comparer et ils vont comparer au seuil du Code des marchés publics. Ça va définir quelle procédure d'achat ils doivent utiliser. Et donc, nous, le Gap, on est une centrale d'achat. C'est-à-dire qu'on va se positionner sur tous les achats de 40 000 euros et plus particulièrement sur l'appel d'offres. Et comment ça va se passer? On va monter des appels d'offres. Quand je dis qu'on va monter, c'est-à-dire qu'on va les écrire, on va les publier et on va choisir les fournisseurs à qui ensuite on va acheter les produits ou les services. Donc, on va choisir des fournisseurs par appel d'offres pour qu'ensuite les clients publics viennent acheter chez nous les solutions et eux sans eux-mêmes sans qu'eux-mêmes aient besoin de passer un appel d'offres. Donc en gros, même si je sais qu'on n'aime pas trop le dire j'aime pas trop le dire, mais c'est un peu comme une marketplace de la commande publique, hein. Je suis enregistrée, mais bon, ne dites pas que j'ai dit ça. Mais en gros, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. C'est de se dire, le client public, quand il achète à l'UGAP, il achète un produit sur étagère. Ça veut dire pour lui qu'il n'a pas à monter l'appel d'offres, donc il n'a pas les mois de procédure. Et puis, ça veut dire que dès le départ, il fait des économies. J'y reviendrai un petit peu après. Comment on se rémunère à l'UGAP? On fait une marge entre l'achat et la revente. Donc, ça veut dire que si je reprends voilà, le fournisseur qui va vendre des chaises, on va lui vendre ses chaises et on va les revendre avec une marge au client public. L'UGAP, on est une structure. Ah, excusez-moi, l'UGAP, on est une structure publique, hein. Donc, notre objectif, il est vraiment d'être à l'autofinancement et il n'est pas du tout de faire du bénéfice. On ne part pas aux Seychelles avec les bénéfices, on paye juste nos salaires. Et après, les bénéfices supplémentaires sont reversés à nos deux ministères de tutelle, que sont le ministère des Finances et le ministère de l'Éducation nationale. On a actuellement plus de 3000 marchés publics, donc à peu près dans tous les domaines. Et c'est ces 3000 marchés publics qui vont nous permettre d'assurer une relation commerciale auprès de nos 22 000 clients. Alors, en quelques chiffres, sur les, comment dire, on est une centrale d'achat public, donc on est sur 5 univers produits. Et là, je vous les ai mis aussi avec les montants d'achat associés. Donc, le premier univers sur lequel on intervient, enfin, c'est pas, en termes de chiffre d'affaires et de volume, c'est l'informatique. Ensuite, les véhicules et puis le médical, les services, pardon, mobilier, équipement général. Et en fait, en 2022, ça nous a permis de générer plus de 6,6 milliards de chiffre d'affaires, hein. Alors, 6,6 milliards, oui, c'est énorme. Maintenant, pensez à ma première slide, on disait que la commande publique, c'était 160 milliards. Donc, on est quand même, même si on fait de la grosse volumétrie, on est encore tout petit finalement à l'échelle de la commande publique. Euh, on vend à tout type de clients publics. Donc, en grosse majorité, pour l'instant, c'est au ministère et aux établissements publics de l'État. Euh, Ensuite viennent les collectivités territoriales, la santé, et puis les caisses et entreprises. Caisses et entreprises, c'est des entreprises qui ne sont pas forcément publiques, mais qui touchent des subventions. Typiquement, tout à l'heure, je parlais des associations. Ils rentrent typiquement dans cette case-là. En termes de chiffres, pour continuer un petit peu aussi, en 2023, nous avions 691 fournisseurs, donc c'est des entreprises qui ont remporté des appels d'offres chez nous. Pour 52%, ce sont des PME. Et puis, voilà, ça monte même jusqu'à 78% si on y accole les ETI. Depuis cette année, on regarde aussi les entreprises qui travaillent pour nous en sous-traitance, parce qu'en fait, finalement, ça crée aussi de l'emploi, c'est du développement économique sur les territoires. Et donc, on avait 1800, exactement, 1824 PME qui étaient en sous-traitance sur nos marchés en 2022, avec 180, et 100 plus, pardon, 183 ETI. Quand je parle de sous-traitance, on a regardé surtout trois grands marchés à l'UGAP qui sont alors, excusez-moi pour les acronymes, marché multilitaire, MME, le soft, P2I, prestations intellectuelles informatiques, et PI, prestations intellectuelles. Bon, ça, je l'ai déjà dit, plus de 3000 marchés, et tout ce volume-là, hein, finalement, a généré plus d'1 million de commandes en 2022. Donc voilà, donc vous l'avez compris, à l'UGAP, et je pense que vous l'avez souvent entendu, l'UGAP, c'est la grosse machine à appel d'offres. Ça inclut deux choses.
Ça inclut une première chose, c'est que quand on monte un appel d'offres, donc quand les acheteurs décident de monter un appel d'offres, qu'il soit en renouvellement, que ce soit un nouvel appel d'offres, ils vont faire au tout départ ce qu'on appelle une étude d'opportunité. C'est-à-dire qu'ils vont regarder, voilà, en gros, est-ce que ça vaut le coup de monter cet appel d'offres ou pas. L'idée pour nous, quand même, vu qu'on vit quand même, on vit pas de subvention de l'État, mais on vit finalement de nos ventes, hein, comme une entreprise classique, c'est que quand on monte un appel d'offres, on soit sûr que on vende à travers cet appel d'offres, donc via notre marge, et qu'on rentre dans nos clous. Et donc, ils vont faire des études d'opportunité. Et généralement, à l'UGAP, il y a deux choses. La première, c'est la volumétrie. On n'est jamais sur des marchés qui sont en deçà du million de chiffre d'affaires global. Je dis ça, c'est le marché au total, hein. Après, voilà, le marché est à l'outil. Mais en tout cas, lorsqu'on ouvre un marché, par exemple, si on ouvre un marché de vélo, on ne sera jamais, en fait, ça veut dire qu'on sait derrière qu'on va vendre au moins pour un million, pour un million. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, ça veut dire aussi qu'on n'est jamais à l'UGAP sur des marchés de spécificité. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple du logiciel. Si demain, on ouvre un marché sur le logiciel, on va ouvrir un marché sur un logiciel, donc sur tous les logiciels de manière assez large. Et c'est le cas actuellement. On a un marché qui vend du logiciel, mais qui vend autant du logiciel de gestion que du logiciel qui va aider à la décarbonation, que du logiciel qui va aider à la transition écologique. Donc voilà, c'est assez large. On ne va pas monter un marché uniquement sur des solutions de décarbonation. Et ça, c'est un peu le cas dans tous nos marchés. Après, évidemment, dans le médical, voilà, c'est un peu plus spécifique, mais de manière globale, en Haïti en tout cas, parce que je ne sais pas, je sais pas voilà, dans quel domaine vous êtes, généralement, je rencontre pas mal de startups qui sont dans l'IT. L'IT, c'est du gros volume, du gros marché à l'UGAP. Le montant des achats innovants. Alors, j'ai fait tout un laïus tout à l'heure sur le décret d'innovation, mais à l'UGAP, on n'utilise pas le décret d'innovation. Pourquoi? C'est toujours cette question de volumétrie, c'est-à-dire que le décret d'innovation, on va jusqu'à 100 000 euros hors taxe grand maximum. Comme je vous l'ai dit, nous, on est plutôt sur du million. Donc, ça veut dire que si on montait des décrets d'innovation, les acheteurs, ils devraient perpétuellement faire du décret d'innovation sur leur marché et ils ne seraient pas très contents. Donc, en fait, finalement, nous, on achète de l'innovation, mais en fait, ça rentre dans le cadre de nos marchés. On va venir les taguer. Après, on va utiliser aussi la méthode du faisceau d'indices. On va regarder sur chacun de nos marchés ce qu'on vend, ce qui est innovant et ce qui ne l'est pas. Mais ça veut dire qu'on n'utilise pas de procédure particulière. Donc en 2023, on a réalisé plus de 158 millions d'euros de commandes d'achat au total sur tout ce qui était innovation. Ça représente à peu près 3% des commandes d'achat au total, donc 6,7 milliards. Dans les top 3 des achats innovants par domaine, et franchement, sans grande surprise, c'est l'informatique en premier, 87%. J'ai parlé beaucoup du marché du soft, pardon, parce que c'est le premier marché à l'UGAP, c'est celui qui vend le plus. Ensuite vient la santé et les véhicules et services. Quelles sont nos méthodes d'échange et comment finalement on arrive à transformer nos marchés en opportunités d'affaires pour nos fournisseurs. Donc à l'UGAP, on est 1600 collaborateurs. Sur les 1600 collaborateurs, 800 font partie de ce qu'on appelle chez nous le réseau commercial, c'est-à-dire qu'ils sont implantés sur une des 25 implantations territoriales donc sur le territoire français. On a 8 grandes directions territoriales et l'idée, c'est de venir se calquer en fait au fonctionnement de nos clients et notamment des collectivités. Donc, en région parisienne, c'est beaucoup les ministères, mais par contre, sur les territoires, c'est beaucoup de collectivités et voilà, ça va aller de la toute petite mairie jusqu'aux grandes collectivités et métropoles. Et en fait, on a des chargés d'affaires, donc sur directions territoriales. Ces chargés d'affaires, ils sont en contact des clients. Généralement, ils sont dédiés à une typologie de client, donc comment dire, un conseil départemental, régional. Et donc, en fait, c'est leur interlocuteur à l'UGAP. Et en fait, ils vont discuter à l'année de savoir voilà, quels sont les achats qu'ils envisagent, comment on pourrait les aider, est-ce qu'il y a des marchés à l'UGAP qui correspondent à leurs besoins. Si vous, voilà, vous allez voir un prospect qui vous dit, bah, écoutez, moi, je vais voir à l'UGAP comment ça fonctionne. Généralement, voilà, il se rapproche de son chargé d'affaires et il lui demande si vous êtes référencé. Si c'est vraiment la bonne solution qu'il veut acheter, il va demander si vous êtes référencé à l'UGAP parce que ça va faciliter grandement. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Deux autres moyens, donc ça c'est le moyen direct, c'est-à-dire qu'ils contactent directement leur chargé d'affaires. Il y a aussi la capacité, on a aussi la capacité, et ça c'est généralement pour des plus petites commandes, hein,
Je vais reprendre l'exemple des stylos, des imprimantes. Enfin, les acheteurs publics peuvent directement commander sur notre site, notre plateforme, la plateforme UGAP. Et puis, il y a un centre d'appel et de relations clients aussi qui assure les commandes pour tout ce qui est proximité. Nathalie, une petite Ouais. question à ce stade. Si nous souhaitons entrer en contact avec les acheteurs dans les collectivités, pouvons-nous demander à l'UGAP les contacts de ces acheteurs? Alors, les acheteurs, ils sont tous au siège. En fait, au niveau des collectivités, c'est vraiment le réseau commercial. Donc, vous allez retrouver voilà, comme une entreprise classique, hein. Tous les acheteurs, il y en a à peu près 70 à l'UGAP. Ils sont tous à Champs-sur-Marne. Je peux vous donner l'adresse, vous pouvez les attendre en bas du bâtiment. Mais voilà, toute blague mise à part, je vais vous donner des coordonnées après. Vous avez un formulaire de contact où on a une vraie personne derrière, c'est mon collègue hein, qui s'en charge, qui vous répond et voilà, qui met en relation. Alors, franchement, pour être très très honnête, les acteurs de l'UGAP, ils sont tout le temps, je vais pas dire harcelés, mais ils sont très très sollicités. Ils n'aiment pas être en lien direct avec les entreprises, en tout cas de prime abord. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des politiques publiques, on fait un premier tri. Le premier tri, je vais vous l'expliquer après, hein. Derrière, je vais vous expliquer la procédure. L'idée, c'est pas de dire vous pouvez pas, mais c'est surtout de vous dire bah, si votre solution, elle rentre dans le cadre de l'univers UGAP ou si elle ne rentre pas. Voilà, typiquement, c'est ça. Et généralement, on fait les mises en relation comme ça. C'est-à-dire que nous, on prend vos coordonnées et on les donne aux acheteurs. Je pense que moi, la question est tournée aussi de l'autre manière, c'est-à-dire qu'il y a la deuxième facette. Il y a un gros sujet de trouver la porte d'entrée et de trouver le service achat dans une collectivité pour venir présenter sa solution. Là, la question, ça peut être aussi, est-ce qu'on peut demander aux référents que tu as présentés, qui étaient territoriaux, d'avoir, du coup, de partager les contacts des acheteurs dans les collectivités aux entreprises directement? Je pense pas qu'ils vous donneront comment dire, les contacts. Franchement, parce qu'en fait, ouais, non, je pense pas. Pour des questions déjà, ça va être la réponse classique hein, des RGPD, Bon. mais il y a très peu de chances qu'on vous les donne. Ouais. Les acheteurs, voilà, voilà, c'est une corporation, je ne sais pas comment dire, mais voilà, une catégorie. C'est vrai ils sont très sollicités et en fait, c'est vrai que. Alors après, tout dépend. Il y a des acheteurs qui font beaucoup de sourcing et ça, voilà, c'est dépendant des acheteurs. Il y en a qui font beaucoup de sourcing, qui sont très en lien avec les entreprises. Moi, typiquement, voilà, si je dois vous parler de l'UGAP, sur les 70 acheteurs, je sais qu'il y en a il y en a certains qui vont souvent sur les salons techniques et tout, parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont rencontrer des entreprises. Typiquement, la semaine dernière, j'étais à Forum Labo à Lyon. Et je sais qu'il y avait toute la délégation, enfin en tout cas une grosse partie de délégation d'acheteurs du secteur de la santé qui étaient là et qui ont rencontré les fournisseurs, qui allaient même les voir en fait, voilà, pour comprendre quelles sont les nouveautés, comment on peut faire évoluer nos marchés. Parce que l'idée, c'est aussi toujours de pouvoir répondre à nos clients. Mais certains voilà, ça va dépendre. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on fait le premier filtre, nous, à l'UGAP, et c'est un peu pareil, je pense, à l'extérieur. Et puis après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les acheteurs sont une porte d'entrée pour les collectivités, Mm. pour les acheteurs publics, mais ce n'est pas la seule porte, parce que ce n'est pas eux qui sont toujours à l'origine du besoin, entre guillemets. Ça peut C'est être ça, intéressant de rencontrer le cadre technique, référencé technique, qui va utiliser votre solution dans son quotidien pour venir lui c'est ça. présenter. Et lui, après, va faire remonter votre dossier, votre proposition au service achat. C'est ça, parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que depuis le début, je dis acheteur parce que j'englobe un peu tout le monde et l'idée, voilà, c'est pas à chaque fois de faire une liste à l'après-vert. Mais effectivement, en fait, vous pouvez être très bien, il y a plusieurs typologies. On pouvez rencontrer l'utilisateur final. Si on parle de logiciel, ça peut être le DSI. Vous pouvez rencontrer un prescripteur. Vous pouvez rencontrer l'acheteur. L'acheteur, finalement, et ça va dépendre du type voilà, à qui vous allez vous adresser. Mais l'acheteur, ça peut être à la fin que la personne qui va contractualiser, en fait. Et donc, ça se trouve qui n'est pas du tout, qui va être juste en lien en interne avec l'utilisateur. Donc, il se peut que vous ne le rencontriez jamais. Quand je dis l'acheteur, c'est plutôt voilà, acteur public que je devrais dire si je veux être plus précise. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de savoir qui vous avez en face. Parce que, par exemple, si vous avez le DSI, bah, il va parler très technique, mais il ne saura pas du tout comment il faut acheter. Il y a des grandes chances qu'ils vous disent à la fin, ah bah, je vais me rapprocher de ma direction des achats pour savoir comment je peux vous acheter. A contrario, vous rencontrez un acheteur et vous dit ouais, très bien, ok, mais en gros, bon, moi la technique, j'y comprends rien. Donc ça veut dire que là, l'innovation, je pense que c'est même pas la peine de l'aborder. Mais voilà, par contre, moi je sais que ce que me dit la loi, c'est ça, ça et ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que le cycle de vente au niveau du public est quand même assez long et assez compliqué. C'est important de savoir à qui vous parlez
Et voilà, et de pas avoir que ça dans votre pipe, si je puis dire. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous en prie. Alors, finalement, quel est le gain pour les parties prenantes? Alors, quand je dis parties prenantes, c'est à la fois les clients, donc les acteurs publics, et les fournisseurs. Donc, pour les acteurs publics, quel est l'intérêt de passer par l'UGAP? C'est le temps calendaire, dans un premier temps. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, bah, quand les acteurs publics ils doivent monter un appel d'offres, c'est plusieurs mois de travail. Donc, ça veut dire qu'en attendant, ils ne peuvent pas acheter la solution. Donc, si la solution, c'est pour demain, c'est cuit. Du temps homme, parce que forcément, ça a un coût ETP derrière. Donc, ça veut dire que, en fonction voilà, de la structure dans laquelle l'acheteur public il évolue, ça peut être, en tout cas, nous, ce qu'on nous dit hein, en termes de budget, c'est un gain de 10 à 15 000 euros. C'est le coût ETP que va coûter la personne qui va monter l'appel d'offres. Le risque juridique parce qu'il est porté par l'UGAP, et on va dire qualité et prix, parce que de toute façon, quand les fournisseurs pardon, passent par l'UGAP, ils savent qu'ils vont vendre en grosse volumétrie. Donc généralement, les prix et même la qualité, elle est jaugée par des acheteurs qui sont experts, franchement, c'est des choses généralement qu'on n'a même pas besoin de négocier. Quel est l'avantage pour les fournisseurs? Et je vais vous dire, voilà, il y a deux couleurs. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer. Donc, avantage pour les fournisseurs. Déjà, c'est le coût des soumissions. Parce que si vous avez compris, voilà, quand vous répondez à un appel d'offres UGAP, l'appel d'offres UGAP, il est adressable à nos 22 000 clients. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas avoir besoin de répondre à des multiples appels d'offres, une fois pour un ministère, une fois pour une collectivité. Voilà, là, c'est pour 22 000 clients, une fois pour toutes. C'est 4 ans au catalogue du Gap, puisque voilà, c'est la durée moyenne de nos contrats, maximum d'ailleurs de nos contrats. Une concurrence moindre, vous remportez un marché chez nous, vous avez l'exclusivité. Si vous remportez le marché des chaises, vous êtes les seuls à pouvoir vendre les chaises à l'UGAP. Une distribution nationale et un paiement à 30 jours, parce qu'en fait, on paye tous nos clients sous 30 jours, même si nous-mêmes, nous ne sommes pas encore payés par nos clients. On fait de l'avance de trésorerie. Donc pourquoi ces deux couleurs? En orange, pourquoi j'ai mis ces deux couleurs? Parce que ça va dépendre finalement de votre statut à l'UGAP. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un fournisseur dit, et là attention, je vais rentrer dans les gros mots, de rang 1, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez remporté un appel d'offres vous-même, ou est-ce que vous êtes un fournisseur de rang 2, c'est-à-dire que vous n'avez pas vous-même répondu à un appel d'offres, mais vous êtes venu vous positionner derrière un fournisseur qui lui-même a remporté l'appel d'offres. Généralement, ce qu'on appelle de manière très générique la sous-traitance. Parce que les quatre derniers points qui sont en orange, bah, finalement, vous n'êtes pas concerné par ces points-là si vous êtes en sous-traitance chez nous. Et donc, j'en viens à la question fatidique, comment rentrer au catalogue du Gap? Donc, il y a deux grandes manières de rentrer au catalogue du Gap. La première, vous répondez à un appel d'offres. Donc, l'avantage pour vous, c'est que vous avez un lien direct avec l'UGAP, hein, vous remportez un appel d'offres. Vous avez un portage commercial qui est relativement fort, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on a la moitié de nos effectifs qui sont sur le réseau commercial et qui vont porter votre offre pardon, sur le réseau national. Vous bénéficiez des délais de paiement de l'UGAP, 30 jours, concurrence amoindrie, puisque voilà, vous avez, en tout cas sur les marchés UGAP, vous avez l'exclusivité. Par contre, en contrepartie, vous allez subir les lourdeurs et les aléas de l'appel d'offres. C'est-à-dire que si l'appel d'offres il dure un an, ça veut dire qu'en un an, voilà, il faut que vous y dédiez une personne en interne et qu'entre-temps, vous n'avez pas d'argent qui va rentrer. Et en plus, ça ne veut même pas dire à la fin que vous serez forcément choisi. Ça veut dire qu'il y a une part de risque quand même. Deuxième manière de rentrer à l'UGAP, c'est la sous-traitance. Donc voilà, sous-traitance vraiment en termes génériques et non techniques. Donc les avantages quand vous rentrez en sous-traitance, c'est que vous avez un appel d'offres finalement qui n'est pas subi par vous, hein, qui est subi par l'autre entreprise. Ce n'est pas vous qui avez répondu en directement à l'appel d'offres. Vous avez la possibilité d'entrer en cours de marché, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas à attendre. Si le marché est déjà en cours d'exécution, bien écoutez, voilà, tant que vous êtes d'accord, vous rentrez en sous-traitance, vous pouvez directement vendre dessus. Maintenant, dans les points les plus sensibles, bah, c'est que la sous-traitance, elle est limitée aux contrats qui le permettent, c'est-à-dire que tous les contrats, en tout cas tous les marchés, ne permettent pas la sous-traitance. Typiquement, on a un marché de cybersécurité chez nous qui ne permet pas la sous-traitance. Vous avez un lien qui n'est pas direct avec l'UGAP, puisque vous allez vous positionner en rang 2, donc derrière le titulaire. Et généralement, voilà, comme vous vous en doutez, ce titulaire-là, il va prendre une marge au passage. Donc, ça veut dire que ça va être une marge ajoutée. Vous allez subir deux marges, la marge du titulaire et aussi la marge du gap. Et vous allez subir les délais de paiement de l'autre entreprise. C'est-à-dire que l'autre entreprise, généralement, elle est payée sous 30 jours, mais elle ne vous paye pas vous-même sous 30 jours. Elle va encore peut-être mettre encore 30 jours pour vous payer. Donc voilà en fait les deux modalités pour rentrer à l'UGAP.
Et j'en viens, si je veux rentrer un petit peu plus dans la sous-traitance, ou vous dire finalement sous quel marché, en fait, quel type de marché on a à l'UGAP et quel type de marché permettent finalement la sous-traitance, vous avez trois types de marchés à l'UGAP. Vous avez ce qu'on appelle les marchés de distribution. Donc, c'est des marchés où on va choisir volontairement, en tant que fournisseur de rang 1, on va choisir une entreprise qui est de type distributeur, c'est-à-dire qui peut produire en soi, mais qui surtout passe par d'autres entreprises pour avoir des produits ou des services au catalogue. On a par exemple le marché de software qui fonctionne comme ça à l'UGAP, hein, marché du multi-éditeur, l'hygiène et les équipements sanitaires, les matériels secours incendie, où là, on a des distributeurs qui ont répondu et qui ont remporté les appels d'offres. Donc, ils vont vendre leurs propres solutions, mais ils vont vendre surtout des solutions qu'ils achètent, pardon, à d'autres entreprises. Donc, c'est des marchés qui vont fonctionner sous les modalités de la sous-traitance, positionnement en rang 2, derrière le distributeur qui a remporté le marché. Ensuite, vous avez les marchés d'intégration à l'UGAP. Vous aurez, et je pense que ça va vous intéresser, vous aurez bientôt, alors bientôt, c'est d'ici fin 2024, un nouveau marché qui va s'ouvrir qui s'appelle Territoire de demain, qui porte sur la Smart City. Et c'est un marché pareil où ce qu'on a choisi en fait, c'est de. Alors le marché est encore en cours de notification, donc je ne pourrais pas vous donner le nom comment dire, du fournisseur et puis je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, l'idée de ce marché-là, c'était de choisir un gros du secteur de la Smart City, plutôt intégrateur de solutions. Donc là, on pourra vendre à la fois du produit et du service, de la prestation intellectuelle. Et pareil, sur ce marché-là, il y aura possibilité d'entrer en sous-traitance, positionnement en rang 2, derrière l'intégrateur qui a remporté le marché. Ensuite, vous avez des marchés de fabricants. Et ça va toucher par exemple les vélos, le mobilier, certains équipements en santé, où là, les possibilités, elles sont quand même beaucoup plus restreintes. Pourquoi? Parce que vous allez vite le comprendre. Quand le fabricant, enfin en tout cas celui qui a remporté l'appel d'offres, c'est un de vos concurrents, bah, il y a très peu de chances qu'il vous fasse rentrer sur son marché. Dans tous les cas, ce soit des marchés de distribution, d'intégration ou de fabricants, dans tous les cas, pour rentrer en sous-traitance sur un marché, il faut l'accord du titulaire de marché et la validation juridique UGAP. Ça, c'est un impondérable. Alors, je crois que c'est ma dernière slide. Où trouver les informations sur le site ugap.fr. Alors, j'ai essayé de me mettre un petit peu à la place d'une entreprise et de voir quelles informations on pouvait les apporter. Donc déjà, là, je pense que la première question à se poser, c'est de se demander si l'UGAP vend vos produits et vos services. Donc la première chose, c'est que vous pouvez aller sur notre site. Et puis, vous allez, il y a une barre de recherche, vous tapez, voilà, si vous vendez des drones, bah, vous tapez drone et vous regardez si l'UGAP a déjà des drones à son catalogue. Donc, ça veut dire que si on a des drones à notre catalogue, ça veut dire que nous avons un marché qui encadre la vente de ces drones-là. Et là, vous allez pouvoir trouver vous allez avoir différentes informations. Donc, je vous ai mis je vous ai mis la petite photo à côté. Imaginons qu'on parle sur l'exemple des drones. Vous allez trouver deux choses. Vous cliquez sur la référence, vous allez trouver le nom du fournisseur. Donc là, par exemple, sur les drones, c'est Novadem. Si vous êtes du secteur, ça vous indiquera tout de suite quel type de marché c'est. C'est-à-dire, est-ce que c'est un marché de fabrication? Parce que si c'est un concurrent, bah, voilà. Si vous êtes expert de votre domaine, vous le savez. Est-ce que c'est un marché de distribution? Est-ce que c'est un marché d'intégration? Donc déjà, ça vous donnera une idée de savoir si la sous-traitance serait éventuellement possible sur ce marché-là, et de savoir comment vous pourriez vous positionner. Et seconde information que vous allez avoir, c'est la date d'expiration du marché. Donc là, si je reprends le cas des drones, on est sur une date d'expiration au 29 octobre 2024. Donc c'est demain, en fait, dans l'univers de la commande publique. Et ce qu'il faut savoir à l'UGAP, c'est que les acheteurs travaillent 18 mois avant la fin d'un marché, d'expiration de marché. Ils vont travailler sur le renouvellement du marché. L'idée pour eux, quand ils travaillent sur le renouvellement de marché, c'est de rencontrer des entreprises du domaine pour voir voilà, s'il y a des innovations, s'il y a des nouvelles choses qui peuvent rentrer dans leur cahier des charges. Et là, c'est très important pour vous de rencontrer les acheteurs à ce niveau-là. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ce niveau-là, l'acheteur, il est en veille, il est en sourcing. Voilà, tout ce qu'il veut savoir, il veut compléter son cahier des charges, vouloir savoir qui pourrait répondre. Mais en tout cas, l'appel d'offres, il n'est pas encore lancé. Ça veut dire que les dés ne sont pas encore jetés. Donc, si vous avez une innovation, c'est le seul moment finalement où l'acheteur il peut vous identifier. Si l'acheteur ne vous a pas identifié, n'a pas identifié votre solution, il y a très peu de chances que vous retrouviez ça là dans son cahier des charges. Donc ça, voilà, c'est le premier point.
Vous savez, pour tout renseignement, imaginons, voilà, vous allez sur notre site et finalement, vous trouvez pas votre produit-service. Vous pouvez aussi nous contacter. On a un formulaire pardon, qui s'appelle Devenir fournisseur. Donc, comme je disais, c'est un collègue, c'est pas un chatbot, hein, c'est un vrai collègue qui répond derrière. Donc, voilà, vous expliquez dans quel univers vous vous positionnez, quels sont vos produits. Et en fait, il est en charge de mettre en lien avec les acheteurs. Deuxième point, vous vendez une solution logicielle. Donc là, sur le marché du logiciel, à l'UGAP, c'est vraiment très spécifique. C'est-à-dire que c'est un marché donc, de distribution. C'est SCC qui a remporté le marché chez nous. Et en fait, sur le processus d'intégration des solutions, en fait, c'est l'UGAP qui se charge en tout premier lieu de faire le premier tri, c'est-à-dire de dire oui, votre solution, elle peut rentrer au catalogue ou elle ne peut pas rentrer au catalogue. Donc, en fait, vous pouvez, je vous ai mis une adresse mail en dessous. Il faut envoyer un petit mail en disant, voilà, écoutez, moi, je vends une solution logicielle. Je voudrais que ma solution elle soit intégrée au marché UGAP. Et on vous répondra, on vous donnera les modalités, sous 24 heures à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va regarder surtout à l'UGAP, c'est un scoring financier. Donc, on utilise une plateforme qui s'appelle Credit Safe. Voilà, et je sais qu'il en existe plein, mais on ne pouvait pas avoir des abonnements partout. Donc, on a choisi celle-ci parce que je crois qu'elle a été déjà utilisée par d'autres de nos collègues. Et en fait, on va vous demander d'avoir une note minimale de 50 sur 100 pour intégrer le marché. Et puis, bien sûr, que votre solution logicielle, elle rentre dans le cadre du marché, hein. Que vous ne vendiez pas du hard parce que voilà, c'est pas possible de le faire sur ce marché-là. Et donc voilà, donc si vous avez au moins 50 sur 100 sur Crédit Safe, on vous demande votre numéro SIRET, on vous fait rentrer sur le marché. Si vous n'avez pas 50 sur 100, voilà, il y a toujours le deuxième tirage. Et le deuxième tirage, c'est que vous passez vous-même par un autre organisme de scoring. Donc typiquement, vous avez Scalix, Estimeo, Retogo, qui sont des scoreurs qui sont plus habitués à travailler avec des jeunes structures ou des structures innovantes. Donc ça, c'est pour les solutions logicielles. Comment retrouver nos appels d'offres? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un programme prévisionnel d'appels d'offres. Je vous ai mis le lien. Et puis, donc ça, c'est prévisionnel. Donc là, en ce moment, vous avez ceux de 2024 et 2025. Ça veut dire que pour la plupart, ils n'ont pas encore été notifiés, pas notifiés, n'ont pas encore été publiés. Et par contre, une fois que nos appels d'offres sont publiés, vous pouvez les retrouver sur la plateforme du GIP Maximilien, dont je vous ai mis le lien en dessous aussi. Voilà, moi, j'en ai fini. Donc voilà, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, David, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Nathalie. C'était très clair et très riche. Alors, il nous reste une dizaine de minutes avant la clôture du coup de ce webinaire. Ça passe vite. Je vous propose directement de lever la main. On a encore quelques questions dans le chat, mais je trouve que c'est plus chouette si je vous propose de les poser directement à l'oral. Si vous le Je vais souhaitez, peut-être n'hésitez pas. retirer, je vais juste retirer mon partage d'écran, comme ça me permettra de vous voir. Voilà. C'est super. Et du coup, Nathalie, tu vois par la même occasion le chat aussi. Ouais. Tu vois des Alors, questions. Et je vois qu'il y a Laurent déjà qui lève la main. Je vous laisse la parole. Bonjour, je vais activer aussi ma caméra ça sera plus poli. Merci beaucoup de cette présentation, c'était très très intéressant, très détaillé. Moi j'avais une question sur le rôle de l'UGAP versus l'AIFE, l'Agence informatique française pour l'État. Est-ce que vous avez est-ce que c'est enfin, vous êtes deux entités différentes, mais est-ce que vous fonctionnez ensemble ou est-ce que par exemple les ministères passent par l'AIFE et les autres collectivités passent par SCC, enfin, qui est donc je crois, le fournisseur officiel référencé par l'UGAP et par qui nous devons passer en sous-traitance vous pour tout ce serez. qui est informatique. Voilà. Moi, j'appartiens aussi à enfin, je dirige The Trip, qui est une solution de logiciel pour les voyages D'accord. d'affaires. Voilà. Alors, je ne connais pas particulièrement l'AIFE. Tout ce que je peux vous dire sur la partie logicielle, comment on fonctionne. Alors, pareil, je ne l'ai pas précisé, hein, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Les acteurs publics n'ont pas obligation à passer par le CAP. Typiquement, finalement, bah, nos premiers concurrents, ce sont les acteurs publics eux-mêmes qui décident de passer leur propre appel d'offres. Si je dois parler voilà, des ministères, de tout ce qui va être ministère, donc c'est la DAE, Direction des achats de l'État, qui encadre leurs achats. La Direction des achats de l'État, elle va encadrer les stratégies les stratégies d'achat des différents ministères. Et après, nous, on a aussi un partenariat avec la DAE, c'est-à-dire qu'il y a certains marchés qui sont confiés à l'UGAP. Il y a certains marchés qui sont en co-prescription avec la DAE, c'est-à-dire qu'on fait seulement pour la DAE. Et puis, il y a des marchés qui vont décider de passer en propre.
Concernant le marché des logiciels, je sais que voilà, des fois la DAE passe par notre marché, mais n'ont pas d'obligation. Des fois, ils passent en direct aussi ils contractualisent directement avec certains fournisseurs. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais tout ça pour dire en fait que voilà, l'idée quand même, je pense que l'idée quand même des acheteurs de manière très globale, quand ils ont un achat à faire, la première chose à laquelle ils réfléchissent, c'est de savoir si pour eux c'est un achat stratégique ou pas. Et pour certains, voilà, c'est différent en fonction des ministères, c'est différent en fonction des collectivités. Si c'est stratégique, généralement, ils passent leur propre marché. Si ça n'est pas si stratégique que ça, ou si il existe une solution sur leur marché qui leur permette d'acheter vite et sans de contraintes, ils passent par cette solution-là, parce que voilà, c'est logique. On est l'UGAP, on est une centrale d'achat, on est une des plus connues parce qu'on est vraiment sur tout secteur. Maintenant, vous avez d'autres centrales d'achat, type voilà, le RESA, type Uniachat, qui sont elles sectorielles à la santé, qui ont aussi leur marché de distribution de logiciels. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Et sinon, j'en propose une qui est sur le chat. Alors, on a une question. Ce sont nos préfabricants licenciés qui commercialisent nos principes constructifs en béton de bois. Qui doit s'inscrire sur les plateformes, eux ou nous en tant qu'industriels qui met au point les solutions? Bah, en fait, quand vous dites les plateformes, c'est les différents. Ça va dépendre des appels d'offres, en fait. Euh, Si on parle, ça va dépendre, en fait, finalement, du type de client à qui va s'adresser l'appel d'offres. En fait, qui vous achète derrière. Si on parle de ministère, par exemple, voilà, je pense ils vont acheter plutôt du produit fini. Parce que dans les ministères, on n'a pas forcément des personnes qui sont là qui vont pouvoir finalement être sur le dernier chaînon de transformation des produits, en fait. Donc, ça va dépendre en fait de chacun des acheteurs. Vous avez par contre des acheteurs publics qui, eux, ont la capacité d'acheter du matériel, comment dire, d'acheter ouais, des matériaux, pardon, d'acheter des matériaux et après eux-mêmes de pouvoir faire la dernière transformation. Donc franchement, c'est vraiment très dépendant. Quand vous allez répondre à un appel d'offres, en fait, vous allez avoir le cahier des charges, vous allez avoir enfin, tout ce qui est ce qu'on appelle le DCE, hein, les documents de consultation qui sont liés à toute la procédure. Et dedans, vous avez le RC, le règlement de consultation. Le règlement de consultation, il est très important parce que celui-ci, il vous donne toutes les règles du jeu. C'est-à-dire quel type d'entreprise on attend, que ce soit en volumétrie, que ce soit voilà. Et en fait, c'est important de regarder à ce niveau-là parce qu'en fait, ça va vraiment, j'ai pas de réponse. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'au niveau de l'UGAP, nous, on vend que des solutions qui sont finies. C'est-à-dire on n'achète pas de matériaux, on n'a pas de marché de matériaux, on n'a d'ailleurs pas de marché de génie civil. Parce que les clients qui passent par l'UGAP, généralement, c'est des clients qui veulent du tout en main. Mais par contre, vous allez pouvoir trouver d'autres plateformes, je pense les plateformes sectorielles. Il y en a une sur le BTP à Saint-Étienne et je suis désolée, je ne me rappelle pas du nom. Mais eux, typiquement, je pense qu'ils ont des marchés où il va y avoir des matériaux. Donc voilà, ça sera dépendant. D'accord. Merci pour la Je vous en réponse. prie. Je vois qu'il y a Lucille aussi qui lève à nouveau la main. Pouvez-vous reclarifier ce que vous appelez des marchés spécifiques? Oui, en fait, tout à l'heure, vous avez indiqué que l'UGAP ne se positionnait pas sur des marchés de spécificité, exemple la décarbonation. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus dans le détail? Oui, en fait, quand on ouvre un marché à l'UGAP, l'acheteur, il se dit, il faut toujours qu'il ait en tête que, comme c'est les marchés qui nous permettent de nous rémunérer via les marges, en fait, il faut qu'il soit toujours adressable à un maximum de clients. Donc, ce n'est pas toujours le D'accord. cas, hein, il y en a 22 000, voilà. Donc, typiquement, dans la santé, on n'a pas des marchés qui sont adressables à tous nos clients. Mais du coup, ce qui fait qu'il n'ouvrira jamais, il n'y aura jamais un marché qui va porter sur une solution bien précise, en fait. On est sur de la solution macro, où dedans, des solutions plus spécifiques vont pouvoir s'intégrer, mais pas l'inverse. Ok, c'est clair. Ouais. Merci. Et je vois qu'Amandine, vous levez la main. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Alors moi, c'était du coup une question par rapport quand on est une toute petite entreprise, par exemple, et donc du coup, on ne peut pas effectivement répondre à des marchés à 1 million d'euros comme ceux qui sont
adressés par l'UGAP. Est-ce qu'on peut, par exemple, quand même être sur la plateforme en sachant que nous, on proposera uniquement de la sous-traitance, voilà, et enfin voilà, nous, on va faire que du petit marché et que du spécifique, mais on peut s'insérer dans une solution d'un gros marché générique qui, lui, serait porté par une grosse entreprise. Ça, c'est possible? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais en tout cas, oui, oui. Alors, vous pouvez bien évidemment vous positionner en sous-traitant sur un marché. Donc, comme j'ai dit, faut identifier le marché et il faut être sûr que le fournisseur qui a répondu au marché il soit OK pour vous faire rentrer sur son marché. Par contre, la plateforme, en fait, c'est vrai qu'on parle souvent de plateforme UGAP. En fait, finalement, c'est un moyen, en fait. C'est plus, c'est pas, enfin, l'UGAP, on est une entreprise, hein. On n'a pas que, enfin, on est une entreprise de marché public. Notre plateforme, c'est-à-dire notre site internet, c'est un moyen pour montrer les produits et puis la manière dont on travaille. Maintenant, vous ne pouvez pas, si j'ai bien compris votre question, vous ne pouvez pas, en gros, comment dire, faire de la c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, faire de la publicité en disant, voilà, on pourrait se positionner sur tel ou tel marché, en fait. Tous les fournisseurs et une partie des sous-traitants qui sont identifiés sur notre site, le site de l'UGAP, ce sont des fournisseurs qui ont remporté un appel d'offres, et pour les sous-traitants, c'est ceux qui sont sur le marché du multi-éditeur. Donc, vous ne pouvez pas le faire au préalable, en fait. Je ne sais pas si, je sais pas si Ouais, vous non, j'ai avez... du mal à voir, mais peut-être qu'on est sur des choses trop spécifiques, non, effectivement, pour être concerné. Euh, comment alors voilà, comment vous dire? Alors, par exemple, on a des marchés de prestations intellectuelles informatiques chez nous qui sont divisés en plusieurs marchés parce que c'est vraiment des gros marchés. Vous avez par exemple tout ce qui va être analyse de la data, ce qui va être maîtrise d'œuvre, voilà, ce genre de choses. Ça va être des marchés qui sont remportés par du fournisseur chez nous. Donc du Capgemini, de l'Atos, voilà, c'est la typologie de fournisseurs qui remportent ces appels d'offres chez nous. Vous pouvez prendre contact avec eux si vous êtes dans le cadre, voilà, si votre activité elle correspond comment dire, à ce qu'ils font, vous pouvez prendre contact avec eux et à ce moment-là, vous pourrez rentrer en sous-traitance sur un marché. Mais il faudra d'abord identifier sur notre site quels sont les marchés sur lesquels vous pouvez vous positionner pour après pouvoir les contacter. Ce qui n'est pas possible de faire, c'est de mettre une publicité voilà, de votre entreprise sur notre site en disant bah, nous, on pourrait être sous-traitant. Voilà en gros ce que je voulais dire. D'accord, mais donc on n'a pas forcément besoin d'être référencé sur le Gap en fait pour travailler avec une entreprise qui remportera un marché, un gros marché chez vous en fait. Bah, si vous rentrez sur un de nos marchés, de fait, c'est ce qu'on appelle. Alors, référencé, on n'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, de fait, votre solution, elle sera intégrée sur un marché UGAP. C'est ce que ça veut dire, en fait. Ok, ça marche, merci. Je vous en prie. J'ai le micro coupé. Et je propose qu'on prenne une dernière question et puis après, il faut Ouais. qu'on clôture ce webinaire. Est-il possible de se positionner sur une niche spécifique d'un marché très générique? Exemple, smartphone ultra réparable sur marché générique des smartphones. Oui, vous avez typiquement sur les marchés des smartphones et sur les PC portables aussi, c'est des marchés qui sont en cours de renouvellement et il y aura je pense qu'il y aura peut-être des lots dédiés en fait. Donc ça sera par lot et un lot dédié au reconditionné. Effectivement, vous pouvez répondre qu'à un lot sur un marché. Ça, c'est possible de le faire. Ah, je suis tenté. Je vous laisse la parole, Laurent, très rapidement. Merci Oui, une Nathalie dernière, pour la question. Après. dernière question. Vous disiez que SCC est le fournisseur officiel de l'UGAP pour tout ce qui est logiciel, c'est ça, Nathalie? Oui, oui, c'est eux qui ont remporté le marché. Ouais. Et donc, alors, nous, on a été consultés par eux pour donc des logiciels de réservation de voyage. Euh, on a répondu en leur donnant des éléments. Comment ça se passe après? Oui, Vous alors avez une normalement, la idée? procédure, voilà, c'est d'envoyer un mail à l'adresse que je vous ai donnée, intégrer le multi-éditeur. Donc, vous envoyez un mail, on vous demande un certain nombre d'éléments. Donc, on va regarder votre numéro SIRET. Si votre numéro SIRET, il est OK, on vous demande de remplir un document et on vous intègre au bout de 6 semaines. Ça met à peu près le process, il dure à peu près 6 semaines. Entre le moment où on vous dit votre dossier, il est OK pour être intégré, pour que votre solution elle soit intégrée au marché, et le moment où vous allez pouvoir réellement commercialiser à travers le marché. C'est-à-dire où les acteurs publics vont pouvoir vous retrouver. Indépendamment de la démarche qu'on a faite déjà avec SCC, il faut aussi faire. Normalement, ça passe par nous, en fait, parce que tout ce qui est intégration de nouvelles solutions marché multi-éditeur, le process veut que ça passe par l'UGAP. Donc ça va refaire la boucle.
je vous conseille d'envoyer un mail à l'adresse que je vous ai donnée. Généralement, on vous répond dans les 24 à 48 heures. C'est Pardonnez-moi, assez rapide, hein. c'est laquelle? C'est sur le dernier slide. Hop, Alors, attendez, je vais le remettre dans le fil de discussion. Comme ça, vous l'aurez déjà. merci beaucoup. Je regarde que j'ai pas fait d'erreur. Non. Ah, j'ai fait une petite erreur. Cap.fr. Je vous l'ai mis, voilà. Et on répond ouais, sous les 24 à 48 heures. C'est assez rapide. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et c'est génial. Merci beaucoup, Laurent, parce que ça fait une suite parfaite à ce que j'allais vous proposer. Parce que finalement, ce webinaire-là est une première étape des deux webinaires qu'on a décidé d'organiser conjointement avec l'UGAP et les collabs. Et la prochaine édition de ce webinaire, justement, je vous partage une petite, hop, une petite slide. Donc, se tiendra le 16 avril 2024 entre 15h30 et 17h. Normalement, vous avez dû recevoir, tout comme le premier lien, le deuxième lien d'inscription à cette deuxième séquence. Et là, l'objectif, c'est l'étape d'après. Là, vous avez compris un petit peu les rouages de l'UGAP. C'est l'étape d'après spécifique sur le marché multi-éditeur avec un binôme d'intervention à Nathalie à nouveau avec SCC, un représentant d'SCC France qui viendra justement parler de ce référencement en sous-traitant spécifique, de comment ça fonctionne et comment justement optimiser vos démarches commerciales après ce fameux référencement. Donc Laurent, ça pourra répondre. Alors c'est une étape un petit peu après dans votre processus, mais ça, vous allez pouvoir trouver aussi pas mal de réponses. Je voulais aussi vous dire que pour suivre toute l'actualité Green Tech Innovation et aussi Ecolab, donc notre équipe au sein du ministère de la Transition écologique. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter qui est présente sur notre site internet. Vous avez juste à taper Green Tech Innovation, comme ça vous ne louperez plus ne louperez pas, pardon, parce que là vous ne l'avez pas loupé, louperez pas les prochaines éditions, les prochains événements, les prochains webinaires qu'on pourrait organiser, nos prochains déplacements en France pour venir du coup nous rencontrer directement. Et j'en termine en remerciant chaleureusement Nathalie. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci à vous pour votre présence. Très bonne journée et puis à bientôt avec plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée.